l'objectif des éoliennes aujourd'hui, c'est pas de produire de l'électricité, c'est de produire des euros. Et dans ce contexte-là, le vent devient un tout petit peu accessoire. L'installation d'un parc éolien se joue en 2 temps. D'abord, un développeur d'éoliennes contacte les maires de petites communes et lui vante les bénéfices financiers à attendre d'une implantation. En cas d'accord, il monte le dossier, contribue à l'enquête publique et défend le projet devant le tribunal administratif. L'autorisation obtenue est ensuite mise en vente sur le marché mondial. Une fois l'autorisation acquise, l'acheteur devra encore dépenser quelques millions d'euros pour l'acquisition des machines et leur montage. Il vendra ensuite sa production à EDF, qui est tenu de la racheter à un prix supérieur au prix du marché. Même si leur rendement est assez lamentable en termes de production électrique, cela ne gêne pas les promoteurs éoliens, car l'État leur a accordé une double garantie. En volume, leur courant accède au réseau avec une priorité sur tous les autres, et en prix, avec des rentes garanties sur 15 ou 20 ans. Non seulement on s'engage sur un prix fixe pendant 15 ou 20 ans, mais en plus, elle a priorité sur le réseau. Donc si le vent souffle, on est obligé de consommer cette électricité. Connaissez-vous un industriel qui soit assuré de vendre sa production n'importe quand, même si les gens n'en ont pas besoin ou pas envie, à des prix garantis 3 fois au-dessus de ceux du marché? C'est quand même une équation irrésistible pour un industriel. Donc ceux qui gagnent de l'argent, et parfois qui en gagnent beaucoup, c'est ceux qui peuvent compter sur des prix garantis, sur des aides, des subventions publiques. Alors des subventions publiques, donc financées par des taxes, financées par le consommateur, financées par le contribuable. Enfin, de toute façon, mais c'est un peu le problème, si vous voulez. On a des expériences. Le tarif de rachat garanti ne permet pas toujours de réguler au mieux et d'orienter correctement la production. On a même pu constater parfois qu'il y avait eu des effets d'aubaine, des gâchis de deniers publics et des comportements spéculatifs. Ce n'est pas bon. Si on prend les sites les plus récents, c'est-à-dire raccordés après 2017, un site moyen dégage 31% de résultats nets après impôt sur son chiffre d'affaires. Essayez d'imaginer un business équivalent, vous n'en trouverez pas. D'abord, ça a fait venir toute une horde d'investisseurs étrangers qui n'ont rien à voir avec le monde industriel, le monde de production électrique, etc. Ils ont, vous savez, des financiers de tout poil, des fonds communs de placement anglo-saxons, etc. Donc, ça a fait venir 200 acteurs qui grouillent sur le marché français, mais n'importe quel élève de première année d'école de commerce c'est construire un business model là-dessus. N'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est d'une simplicité diabolique. C'est à partir de ça que se sont construits les modèles économiques, qui sont tous basés sur un modèle financier qui est simple, ce qu'on appelle le modèle d'effet de levier. L'effet de levier consiste à utiliser l'endettement pour augmenter la capacité d'investissement. Dans l'éolien, les contrats garantis sur 15 ans pour 2 fois le prix du marché permettent d'emprunter 95 pour 5 risqués. Pour maximiser leurs bénéfices, les promoteurs éoliens s'appuient sur 2 techniques. La première stratégie, c'est celle que j'appellerais prends l'oseille et tire-toi. Vous avez des sociétés comme Abowind qui créent des dizaines de coquilles financières et dès que le projet est autorisé et libre de recours, le site est vendu instantanément. C'est-à-dire que les engagements pris vis-à-vis des préfectures sur 20 ans, sur les suivis, etc., walou. Vous avez la stratégie du presse-citron. Alors le presse-citron, c'est une société comme Enertrag, dont toutes les filiales sont complètement intégrées. Ça commence par une filiale pour les études, une filiale pour la construction, une filiale pour la logistique, une filiale pour le financement, etc. Et tous ces sites français ont un capital social de 1 euro. Et tout est
remonter jusqu'à la moindre épingle au niveau de la société allemande, y compris la tenue du commissariat aux comptes et des comptes, qui sont confiés à une filiale française d'un groupe allemand. Donc ça, c'est la stratégie du presse-citron. On fait du greenwashing? Non. L'objectif de base, c'est de faire du rendement, faire du bénéfice, d'alimenter les fonds de placement, les fonds d'infrastructure, et de rémunérer ses actionnaires. C'est ça l'objectif, fondamentalement. Le reste, c'est d'ailleurs étrange parce que c'est une... tout ça, c'est une alliance complètement improbable entre des écolos anti-nucléaires forcenés et des affairistes de l'éolien. Le meilleur exemple, en l'occurrence, c'est le fondateur de Valorem. Donc, on n'est pas non plus là-dedans complètement philanthrope, faut pas raconter l'histoire, quoi. Donc, on y a aussi intérêt. Donc, c'est du gagnant-gagnant. C'est la quintessence de cette alliance entre les écolos antinucléaires et l'affairisme éolien. Ça doit être des affaires de gros sous, parce que ces projets-là sont effectivement capitalistiques, puisqu'il n'y a pas de combustible. Donc, effectivement, l'investissement de départ est important. Mais il faut que ce soit pas seulement des affaires de gros sous. Il faut aussi que ces projets-là, ils aient les couleurs et les valeurs de l'écologie.